Avec un groupe d'environ 20 personnes, nous faisions une randonnée en file indienne 2 par 2, épaule contre épaule avec notre partenaire. Nous traversions une forêt très dense, vers 1 heure du matin. Certains membres du groupe étaient désignés pour porter une lampe de poche, tandis que ceux aux 2 extrémités de la file transportaient des radios pour un contact rapide. C'était un exercice d'entraînement pour un programme de survie en milieu sauvage, alors malgré l'heure tardive, notre groupe jeune et énergique était de bonne humeur et prêt à réussir cette formation nocturne. Nous avons trouvé un chemin boueux que nous avons suivi sur plusieurs kilomètres avant de retourner dans les bois. Pendant l'exercice, nous nous sommes entraînés à changer de direction, marcher en cadence rapide, avancer silencieusement, faire des arrêts en équipe et sprinter en fonction du terrain, tout en progressant sur ce chemin. À un moment donné, je discutais avec un ami qui marchait juste devant moi. Nous ne marchions plus en paires ordonnées, mais de manière plus libre pour naviguer dans la forêt. Après un moment, j'ai remarqué que mon groupe était plus loin devant moi que d'habitude, alors j'ai accéléré le pas. Je devais m'être distrait et être resté lentement en arrière avec mon camarade. Mais en me rapprochant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'ami avec qui je parlais était déjà avec le reste du groupe. Je me suis retourné et j'ai réalisé que j'étais seul. Aucun signe de mon ami, ni de personne d'autre sur le chemin. Avec qui diable étais-je en train de parler? Je me suis retourné une nouvelle fois pour vérifier que le porteur de radio n'était pas en train de traîner derrière, et que je n'avais pas confondu une conversation de fond avec la mienne. Mais non, il n'y avait aucun porteur de radio, rien du tout. Je suis allé voir mon ami et lui ai demandé comment il avait fait pour rejoindre le groupe aussi rapidement. Il m'a regardé et a dit « Je me demandais où tu étais. Tu as disparu pendant environ 5 minutes. » Disons simplement que je ne me suis pas senti bien après avoir entendu ces mots. Je sais pertinemment que je lui parlais plus tôt, et si ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'exactement pareil, avec le même équipement. Heureusement, rien de plus n'est arrivé après cela, mais j'ai été passablement secoué pour le reste de la randonnée nocturne. Tout cela s'est passé en Pologne, lorsque j'étais adolescent, il y a de nombreuses années. À l'époque, il n'y avait ni téléphone ni réseaux sociaux. Je me demande encore ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Je marchais sur une section du sentier des Appalaches avec quelques amis lorsque nous sommes tombés sur un paquet de bâtons. Les bâtons étaient arrangés pour former une sorte de petite figure, un peu comme celle du film « Le projet Blair Witch ». C'était évidemment quelqu'un qui l'avait placé là, bien en évidence, au milieu du sentier, appuyé contre une roche. Je trouvais ça sympa, alors je l'ai ramassé et mis dans mon sac à dos. Beaucoup de gens laissent des objets étranges sur les sentiers de randonnée, surtout sur les Appalaches. On sait tous qu'un autre randonneur est à peine à 1 semaine, 1 jour, 1 heure, ou même 10 minutes derrière nous. Certains n'aiment pas ça, mais d'autres laissent des petites babioles ou des cadeaux pour ceux qui suivent. Parfois c'est de la nourriture, de la bière, d'autres fois c'est une couverture ou un objet fait main, comme ce paquet de bâtons. Je trouvais la figurine vraiment cool et je ne me suis pas posé de questions en la prenant. Le travail pour entrelacer tous ces bâtons était incroyablement détaillé. Je voulais essayer de la reproduire un jour, lorsque j'aurais un peu de temps à tuer. Elle était belle et attirait le regard. Mes amis, eux, trouvaient en ça bizarre. Comme je l'ai dit, ça rappelait le projet Blair Witch, mais ce film datait déjà de quelques années à ce moment-là, et le côté soi-disant vrai avait perdu de son attrait. Quoi qu'il en soit, on a fini notre randonnée et on a installé notre camp pour la nuit. On était tous épuisés après cette longue journée, donc après le dîner, chacun est allé dans sa tente pour dormir. C'était l'époque où on essayait de faire un maximum de kilomètres par jour. Le lendemain matin, j'étais le premier réveillé, alors je me suis levé pour préparer le café. Et qu'est-ce que je trouve? Un autre paquet de bâtons, identique à celui que nous avions trouvé, posé en haut de la pile de bois calciné de notre feu de la veille. Quand je dis identique, je veux dire vraiment identique, au détail près. C'était exactement le même travail, les mêmes torsions, les mêmes nœuds. Ma première réaction a été de vérifier mon sac. Et oui, celui que j'avais ramassé était toujours là. Chacun de mes amis jurait qu'il ne l'avait pas mis là. Et moi, évidemment, j'ai dit la même chose. C'était bizarre, car on était tous catégoriques sur le fait de ne pas l'avoir placé. Pourtant, je ne pouvais pas être sûr qu'aucun d'eux ne faisait une farce aux autres.
Ce qui me perturbe, c'est que le paquet que j'ai trouvé au matin était une réplique presque exacte de celui qu'on avait découvert sur le sentier la veille. Je trouve ça difficile à croire, car aucun de mes amis n'aurait pu reproduire un modèle si proche sans avoir celui de mon sac sous les yeux, et ce n'était pas comme si l'un d'eux avait pu placer l'objet sur le sentier à l'avance pour qu'on tombe dessus par hasard. Nous étions vraiment au milieu de nulle part. De plus, ce n'était pas un endroit où l'on aurait facilement pu nous suivre. On ne campait pas sur le sentier pour éviter justement les autres randonneurs, les inconnus, et parfois des personnes un peu louches qu'on peut croiser sur le sentier des Appalaches. Ce n'est pas comme si on en croisait tous les jours, mais quand on rencontre quelqu'un de bizarre là-bas, on le sait tout de suite. Notre camp était isolé, presque caché, pour cette raison précise. J'aimerais croire qu'un de mes amis m'a fait une blague, car l'alternative me fait vraiment peur. Cette histoire entre sans doute dans la catégorie des plus étranges. Alors que je campais seul pour un long week-end dans le nord-ouest Pacifique, j'arrivais un jour dans une zone du sentier plus proche de la civilisation, où il y avait donc plus de chances de croiser d'autres randonneurs ou campeurs. J'ai aperçu une ou deux personnes, mais toujours de loin. La nuit tombait bientôt, et il commençait à faire froid. En m'enfonçant plus profondément dans la forêt, je savais que mes chances de croiser quelqu'un d'autre devenaient très minces. Je marchais autour d'un petit étang et je comptais installer mon campement tout près, lorsque j'ai entendu un bruit de frottement derrière un amas de rochers. C'était comme une formation rocheuse naturelle posée dans une sorte de faille. Le bruit était répétitif, devenant tour à tour plus fort puis plus faible, mais il ne s'arrêtait jamais. En tant que randonneur, on sait reconnaître un bruit qui ne colle pas avec l'ambiance des bois. J'ai sorti les 2 couteaux que j'emporte toujours en randonnée et j'ai lentement contourné le rocher, honnêtement sans savoir ce que j'allais trouver. Cela fait partie des risques en pleine nature, c'est pour ça que je transporte toujours des lames avec moi. Entre les animaux sauvages, les inconnus bizarres et les imprévus, il vaut mieux être prêt à tout, et cela signifie parfois foncer tout droit. Mais ce que je ne m'attendais pas du tout à voir, et qui m'a profondément surpris, c'était un couple très séduisant dans la vingtaine, ayant des relations sexuelles particulièrement intenses, mais manifestement joyeuses, sur une couverture. Évidemment, ils ont été aussi choqués de me voir que je l'étais de les découvrir. Ils se sont mis à crier, et moi aussi. En vitesse, ils ont attrapé leurs vêtements et essayé de se couvrir dans une panique totale, tandis que je bredouillais quelques excuses embarrassées, ramassant mes affaires avant de m'éclipser en trottinant dans les bois. En passant, j'ai aperçu leur tente, dressée de l'autre côté de la pente que je n'avais pas empruntée. Ils se sentaient en sécurité, si loin dans la nature, sans penser que quelqu'un pourrait déboucher par hasard sur le même chemin qu'eux, en plein hors-piste. J'ai rebroussé chemin sur environ 1 kilomètre, avant de me dire que j'étais assez loin. Ce n'est pas comme s'ils allaient me poursuivre. Je devais bien avoir l'air d'un vrai psychopathe, écarquillant les yeux en surgissant derrière ce rocher, une paire de couteaux à la main. Finalement, j'ai réinstallé mon campement plus loin, et je me suis endormi en riant de toute cette situation. Je me demande parfois si ce couple est toujours ensemble, et s'ils racontent cette histoire quand ils se retrouvent un peu éméchés dans des soirées, tout comme je le fais parfois. Je campais dans le nord de la Californie, vraiment tout au sommet de l'État, perdu au fond des bois, près d'un réservoir. Cet endroit peut être très prisé pour les activités de plein air à la bonne saison, mais là, c'était l'automne, en pleine semaine, et je me retrouvais complètement seul dans ce coin isolé. J'avais garé mon camion à environ 6 ou 7 kilomètres de la route principale. Ce matin-là, avant que le soleil ne se lève, j'ai ressenti un besoin pressant, et comme il n'y avait évidemment pas de toilette, j'ai pris le sentier pour trouver un endroit isolé. J'ai trouvé un petit coin à l'abri, à côté d'un buisson de mûres et près d'une avancée d'eau du réservoir. Comme je l'ai mentionné, il n'y avait absolument aucun autre campement autour, aucune voiture, et je n'entendais même pas le moindre bruit de moteur dans les environs. J'étais seul, vraiment seul. Alors que le jour commençait à peine à poindre, j'ai entendu un bruit sourd venant de la lisière des arbres. Quelque chose venait de pénétrer dans mon coin secret. D'abord,
Je me suis demandé si ce n'était pas la saison de la chasse dans cette région. Je me cachais dans les broussailles, et j'avais entendu parler d'accidents impliquant des randonneurs qui se font tirer dessus par mégarde en pleine nature. En jetant un coup d'œil par-dessus le buisson de mur, j'aperçois, à une douzaine de mètres de moi, un énorme ours d'au moins 250 kilos. J'ai essayé de m'éclipser discrètement, mais en reculant, sans plaisanter, j'ai marché sur une brindille qui a craqué sous mon pied. Mon pantalon était à moitié baissé. Je n'étais pas vraiment dans la meilleure posture pour me défendre, et maintenant je me retrouvais sur le radar d'un prédateur de haut niveau. Partir en douce n'était plus une option, et courir serait purement suicidaire. L'ours et moi avons immédiatement tourné la tête l'un vers l'autre et nos regards se sont croisés. Nous savions tous les deux ce qui se passait. Moi, j'étais terrorisé, mais lui, non. Il était curieux, peut-être affamé ou agacé, vu la manière brutale dont il était entré dans la clairière. L'ours a commencé à renifler de l'autre côté du buisson, semblant évaluer la meilleure manière de s'assurer un bon petit déjeuner. J'ai tenté de me rendre imposant et de faire du bruit pour le faire fuir, mais l'ours n'a pas bougé d'un poil. En fait, il a même commencé à s'approcher de moi. Ce n'était pas bon signe, parce que tout le monde a déjà entendu qu'il faut se rendre grand et bruyant pour effrayer un ours, et qu'il finira par s'éloigner. Eh bien, dans ce cas-là, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, il s'est avancé pour voir de plus près. Des tas de choses me sont passées par la tête à ce moment-là, surtout l'idée qu'il était hors de question que je me recroqueville en boule et que je laisse cet ours gigantesque décider de mon sort. J'ai décidé de m'accroupir au plus bas possible derrière le buisson de mur pour qu'il ne puisse pas me voir. Je me suis mis à courir aussi vite que possible en position accroupie, restant en partie caché. C'était mon dernier recours. Effrayer l'ours n'avait pas fonctionné, donc il ne me restait plus qu'à fuir. Et il fallait se souvenir que j'étais seul dans cet endroit isolé autour du réservoir. Même en criant, personne ne viendrait à mon secours. Mon raisonnement était que s'il ne me voyait pas courir, peut-être qu'il ne me poursuivrait pas, surtout si j'arrivais déjà à mettre une certaine distance entre nous. Et ça a marché. L'ours m'a suivi, en contournant le buisson sur environ 6 mètres, a finalement décidé que cela ne valait pas le coup et m'a laissé m'échapper. Il s'était approché tellement près que j'ai pu sentir son odeur et voir sa bave dégouliner de sa gueule. Honnêtement, j'ai cru que j'allais finir en petit déjeuner pour cet ours et que ce serait la fin pour moi. Je suis revenu au campement, je me suis nettoyé et j'ai attendu, en restant sur mes gardes au cas où mon visiteur déciderait de ressortir des bois. Mais il n'est jamais réapparu et j'ai passé le reste de mon séjour en état d'alerte maximale. Cela ne m'est encore jamais arrivé, mais j'ai toujours eu peur de tomber sur une plantation de cannabis. J'en ai déjà trouvé des anciennes, mais heureusement, jamais de celles encore actives. J'habite dans le sud-ouest, où ce genre de choses n'est pas totalement improbable. Les gens en trouvent souvent, ou du moins c'était courant il y a 10 ans. Des affiliés de cartels ou même des citoyens hors la loi s'enfonçaient profondément dans la nature, établissaient un périmètre de sécurité et remplissaient de vastes terres de rangées de plants de cannabis. Ce ne sont pas forcément des personnes mal intentionnées, mais comme cela constituait un délit, ces opérations étaient bien protégées. Il n'était pas rare que des individus armés chassent ceux qui s'approchaient un peu trop de ces installations. Toutes ces histoires m'ont rendu un peu paranoïaque, car mon passe-temps m'amène souvent au cœur des régions sauvages, où je me retrouve souvent seul, légèrement armé, sans aucun contact avec le monde extérieur. Une fois, je suis tombé sur un bidon de lait vide posé sur un rocher, en plein milieu d'un ruisseau, juste au-dessus du niveau de l'eau, avec des éclaboussures autour comme si quelqu'un venait juste de s'y trouver. Le ruisseau avait 2 piscines profondes de chaque côté, et pour s'échapper, ils auraient dû traverser l'eau jusqu'aux hanches. Je me suis figé, observant les détails de la scène pendant un moment. Où étais-je tombé exactement? J'étais à des kilomètres de toute entrée de sentier ou de zone de camping, en randonnée difficile dans un canyon très isolé. Quelqu'un avait bien pu arriver ici, mais partir à toute vitesse dès qu'ils m'ont entendu approcher. Cela m'intriguait. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucun signe de présence humaine alentour.
Le ruisseau avait débordé la veille, et ce bidon aurait dû être emporté beaucoup plus loin ou enseveli sous les débris flottants. Pourtant, il était propre, intact, non écrasé, presque neuf. Il avait même une date de péremption encore valide. Cela voulait dire que quelqu'un venait de poser ce bidon juste avant que je n'arrive dans le virage. Aucune trace sur la berge, et il semblait pratiquement impossible que quelqu'un ait pu être dans ce canyon étroit sans que je ne les remarque. J'aurais dû voir leurs empreintes ou même les apercevoir. La seule explication que je pouvais trouver, c'est que quelqu'un m'avait entendu approcher et s'était précipité au milieu du ruisseau pour ne pas laisser de traces, avant de grimper plus loin sur une berge rocheuse pour se cacher. Mais pourquoi? Problèmes mentaux? Activité criminelle? Dans tous les cas, j'ai quitté cet endroit en vitesse. Des années plus tard, dans la même zone lors d'un autre séjour, quelqu'un a illuminé mon campement depuis directement au-dessus avec un puissant projecteur en pleine nuit. Je n'avais jamais rien vécu de tel. C'était une illumination totale, silencieuse et complètement désarmante. On ne comprend pas vraiment la vulnérabilité tant qu'une force invisible au-dessus de vous éclaire tout votre environnement d'un coup, juste pour vous observer. Il n'y avait absolument personne aux alentours, aucun avion au-dessus, et pas d'arbres assez grands pour cacher quelqu'un. Un silence de mort régnait. J'aurais entendu les branches craquer si quelqu'un avait été dans les arbres ou autour de moi. Mais cette lumière ne venait pas des branches, elle provenait de bien au-dessus d'elles. C'est seulement plus tard que quelqu'un m'a suggéré que cela pouvait être lié à une opération de culture de cannabis. Peut-être que les cultivateurs avaient modernisé leur sécurité en utilisant des drones, ce qui serait astucieux de leur part. Mais cela aurait aussi pu être un drone utilisé par les agences gouvernementales pour surveiller ces plantations. C'est un ami militaire qui m'a partagé cette théorie. Il m'a expliqué avoir vu des drones utiliser la même tactique sur des camps terroristes, les illuminant pour les figer sur place pendant que les équipes de tir se positionnaient. La nuit, j'ai déjà confondu des élans avec des ours à plusieurs reprises, bien que je n'ai jamais eu d'ours dans mon camp. Mais plusieurs élans, ça oui. Cela provoque toujours un bon moment de panique jusqu'à ce qu'on identifie correctement la grosse créature qui rôde autour du camp. Mais franchement, cela ne m'a jamais fait aussi peur que ce que j'ai ressenti quand cette lumière m'a frappé. Je faisais de la randonnée à travers Terre-Neuve, suivant une ancienne voie ferrée qui avait été démantelée depuis longtemps et transformée en un sentier géant, dormant là où je me trouvais chaque nuit. À cette époque, ce n'était pas vraiment une aventure récréative. J'étais en plein dans des cycles d'usage de drogue, de sans-abrisme et de vie en marge de la société. Être en ville ou même simplement près des gens me causait du stress. Quand je voulais consommer de la drogue, je préférais être seul, sans risque d'interaction avec qui que ce soit. Cela dissolvait toute culpabilité ou sentiment de mal faire et me permettait de me plonger pleinement dans les hauts et les bas que je recherchais. Donc cette randonnée en particulier était une sorte de tournée de consommation. J'avais un petit sac avec juste quelques affaires, des vêtements de rechange, de l'eau, un couteau de poche, un briquet et des provisions de base. J'avais aussi une bâche et une corde pour installer un abri. À ce stade, la ville où tout signe de vie humaine était bien à 2 jours derrière moi. Je suivais la voie ferrée rouillée à travers la nature sauvage, jusqu'au point où tout m'était devenu méconnaissable. Je me défonçais, puis je marchais et explorais jusqu'à ressentir l'envie de me défoncer à nouveau. Un jour, je suis tombé sur un petit village de chalets. Mais tout était abandonné. Des roulottes en ruine, des vieux bus aménagés brûlés, des petites cabanes fermées et délabrées. C'était à la fois effrayant et fascinant. La décrépitude urbaine que je voyais là n'avait rien de commun avec ce que j'avais connu, d'autant plus que cet endroit semblait vraiment perdu au milieu de nulle part. Qui avait bien pu vivre ici et pourquoi avait-il dû partir? J'avais l'impression de découvrir un mystère oublié. Le soleil commençait à se coucher, alors j'ai décidé de camper dans un terrain presque vide, où il y avait un vieux camion abandonné, lentement en train de glisser dans un ravin tout proche. Le ravin lui-même était rempli de toutes sortes de débris, des appareils électroménagers, des sacs de vêtements, de la ferraille.
Tout cela créait une atmosphère étrange et décalée. Mon cerveau, déjà embrumé par les drogues, ne parvenait pas à trouver un sens à tout ça. Je me suis perdu dans mes pensées en cuisinant un peu de nourriture, puis je me suis glissé dans mon sac de couchage. Je me réveille au milieu de la nuit, en entendant des pas autour de mon campement. Au début, je me dis que c'est un animal, mais les bruits de pas ressemblent à ceux d'un humain. L'ouverture de ma bâche me permet d'entendre chaque pas avec précision. Les bruits se rapprochent et commencent à tourner autour de moi. Lentement et silencieusement, je sors mon couteau. Si quelqu'un essaye de m'attaquer, mon plan est d'attaquer en premier, sans poser de questions. Toute personne qui vient s'introduire dans mon camp au milieu de nulle part cherche sûrement à faire quelque chose de mal. Mon cœur bat à tout rompre, mais je m'efforce de rester silencieux. Ici, il n'y a pas de téléphone, aucun moyen de fuir, aucune autre option. Soit il s'en va, soit l'un de nous deux va y rester. Les pas s'arrêtent à quelque part en dehors de mon campement. Je pense qu'il m'a peut-être repéré plus vite que prévu et a vu la silhouette de mes affaires dans l'ombre des arbres. Pendant un instant, on peut entendre nos respirations mutuelles, c'est tout. Comme le pire cauchemar de tout randonneur, sauf que pour moi c'était amplifié. Était-ce un tueur fou? Un étranger aux intentions douteuses? Ou bien la police venue enquêter sur ce village abandonné? Je m'imaginais qu'il trouverait mes drogues et tout mon matériel, et qu'il m'enfermerait avant l'aube. Je ne savais pas vraiment quel scénario était le pire. Heureusement, les pas ont fini par s'éloigner de ma bâche jusqu'à devenir inaudibles. J'ai attendu un moment pour voir s'ils revenaient, mais je n'ai plus rien entendu. J'ai doucement rampé hors de ma bâche, mais je ne voyais toujours rien sans allumer ma lampe torche. J'ai rapidement démonté mon camp, tout rangé dans mon sac, et je me suis mis à marcher le long du sentier pour me tirer de là. J'ai marché jusqu'au lever du jour, puis j'ai fini par tomber sur une route. J'ai fait signe à un camion qui passait, et le conducteur, qui était sympa, m'a conduit jusqu'en ville où j'ai trouvé un hôtel. Ce qui me met mal à l'aise en y repensant, c'est que la personne qui m'observait venait sûrement de l'une de ces structures abandonnées du village. Probablement un squatteur. J'aime à penser qu'il était simplement curieux, mais je suis bien content de ne pas avoir attendu pour voir s'il allait revenir. Je travaillais pour le restaurant des parents de mon meilleur ami, où je faisais des livraisons. Parfois, j'aidais aussi à nettoyer les tables, mais le travail en lui-même était acceptable. Cependant, il était très inconfortable d'avoir les parents de mon ami comme patron. Je pensais que cela s'améliorerait avec le temps, mais ce n'était jamais le cas. Il détestait chaque fois que quelque chose ne se passait pas exactement comme prévu, et il me programmait ainsi que mon ami sur des jours opposés, de sorte qu'on ne travaillait même pas ensemble, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles j'avais pris ce boulot. Cela s'est produit durant mon 3e et dernier mois là-bas. Au début de la soirée, il y avait quelques livraisons rapides, mais cela s'est vraiment calmé vers la fin de la nuit. Le père de mon ami détestait quand c'était lent, car je restais là à attendre des commandes, et il était toujours de mauvaise humeur à ce sujet, même si ce n'était pas de ma faute. Vers 20h30, soit 1 heure après ma dernière livraison et 30 minutes avant la fin de mon service, il a reçu un appel téléphonique, et j'ai entendu dire qu'on pourrait livrer après. Il a préparé la nourriture et m'a remis le sac à livrer. Mais lorsque j'ai cherché l'adresse, elle était à 40 minutes d'ici. Bien sûr, je me suis plaint, car mon service se terminait dans 15 minutes, et cette livraison prendrait presque 1h30, mais il s'en moquait. Je pouvais dire qu'il était juste en colère à cause de mon attente, ce qui, encore une fois, n'était pas ma faute. Après une brève dispute, j'ai fait ce qu'il a dit. 40 minutes, c'était vraiment loin pour notre petite ville, donc je ne savais pas où se trouvait cette adresse. En approchant à 2 minutes, il était juste avant 22h. Il n'y avait pas de maison à proximité de ce que je pouvais voir jusqu'à la dernière minute de la route, quand j'ai dû tourner dans une petite rue menant à une rangée de peut-être 6 maisons. Elles avaient toutes l'air anciennes et désuètes, et c'étaient les seules maisons que j'avais vues durant les 5 dernières minutes de conduite. Alors que je passais lentement devant chaque maison et que je regardais leur numéro, j'ai finalement trouvé la bonne. Je me suis garé dans la rue juste à côté de l'allée. Je ne vais pas mentir, cet endroit me donnait des frissons. C'était si éloigné de tout, et les maisons elles-mêmes étaient juste vieilles et effrayantes.
Je suis sorti et j'ai amené le sac jusqu'à la porte d'entrée, puis j'ai sonné. Personne ne répondit, alors j'ai essayé de frapper. Il était tard et je voulais en finir, donc je devenais impatient. En attendant, je regardais autour de moi. La rue n'avait pas de voiture, pas même dans les allées, et aucune des lumières à l'intérieur des maisons n'était allumée. Je suis retourné à ma voiture et j'ai appelé le client, mais il ne répondait pas. Je me suis donc assis dans ma voiture et j'ai essayé de penser à ce que je devais faire ensuite. Ils n'avaient pas payé la nourriture, donc je ne pouvais pas simplement la laisser sur leur porche. Puis j'ai vu une lumière se déplacer à l'intérieur de la maison. Je suis sorti et j'ai vu la lumière passer à travers les fenêtres du rez-de-chaussée et aller vers la porte d'entrée. Puis elle s'est éteinte une seconde plus tard. La porte s'est ouverte. Un jeune homme d'une vingtaine d'années se tenait sur le seuil, tenant une grande lampe de poche dans une main et un sac de courses dans l'autre. Je me suis approché et lui ai demandé s'il avait commandé la nourriture. Il a hoché la tête et s'est excusé d'avoir mis si longtemps à répondre. J'ai dit que ce n'était pas grave et j'ai essayé de lui tendre le sac, mais il a juste levé les mains pour me montrer qu'elles étaient pleines, puis a demandé si je pouvais gentiment mettre la nourriture sur la table de la cuisine pour lui. Je n'étais pas sûr s'il plaisantait ou non au début, car il aurait facilement pu poser la lampe de poche ou le sac de course une seconde, mais je me suis rendu compte qu'il était sérieux. J'ai jeté un œil autour de lui et depuis le court couloir, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de cet endroit. C'était poussiéreux et avait l'air vide. Une fois que j'ai vu cela et pensé à la lampe de poche étant utilisée à la place des lumières normales de la maison, j'étais presque sûr que cet endroit était une maison vacante. L'homme me regardait toujours et attendait une réponse. « Désolé, je suis en fait pressé. Si vous pouviez juste payer rapidement, je mettrais le sac juste ici sur votre porche. » Il n'a pas aimé ma réponse et cela se voyait sur son visage. Il a déposé le sac de course et a fait un pas en dehors de la porte. J'ai reculé pour ne pas être trop près de lui. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il allait faire quelque chose, et je n'allais pas attendre que cela se produise. J'ai laissé tomber le sac et j'ai couru vers ma voiture, partant rapidement pendant qu'il m'observait intensément depuis le porche. J'étais tremblant pendant la plupart du trajet de retour, incertain de ce qui aurait pu se passer. Bien sûr, quand j'ai raconté ce qui était arrivé au père de mon ami, il semblait ne se soucier que du fait que je n'avais pas fait payer l'homme pour cette raison. J'ai donc démissionné sur le champ. Je savais que mon ami serait fâché, mais j'en avais assez que ses parents me traitent mal alors que je n'avais rien fait de mal. Après cela, la tension était forte, et je pensais plus à cela qu'à l'homme qui m'avait attiré dans une maison vacante, probablement pour essayer de me voler ou pire. Étant si distrait, je n'ai jamais appelé la police, pas avant qu'il ne soit trop tard de toute façon. Heureusement, je n'étais pas assez bête pour entrer dans la maison car si je l'avais fait, je ne serais probablement jamais revenu de cette livraison. Cela s'est passé à moi et à quelques amis à Sydney en Australie, lorsque nous étions adolescents et que nous voulions boire de l'alcool en cachette. On achetait une caisse de bière ou une bouteille de spiritueux, puis on marchait environ 4 kilomètres dans le bush, au milieu de nulle part, pour boire tranquillement sans craindre d'être pris. On s'endormait dans nos sacs de couchage sous les étoiles en été, et tout allait bien. C'était l'essence même des petites escapades entre ados, un coin perdu, une bouteille d'alcool et ses meilleurs potes autour de soi. À la fin, tout cela restait inoffensif. On ne cherchait pas à faire de mal ni à déranger qui que ce soit, juste à vivre un rite de passage pour devenir les adultes que l'on devait être. Je suis sûr que votre culture ou votre pays a un passe-temps similaire pour les jeunes. Mais ce qui nous est arrivé cette fois-là sort vraiment de l'ordinaire. Un après-midi, mes amis décident de faire une nuit de camping. Nous embarquons donc la bière et nous dirigeons vers notre spot habituel. On a tous accepté l'idée d'un coup, sans vraiment planifier, et on s'est entassé dans la voiture pour le trajet. Ça a été improvisé sans vérifier la météo. C'était une erreur, car on savait bien mieux, et on s'était déjà retrouvé dans des situations difficiles à cause de tempêtes. Et bien sûr, la météo annonçait des tempêtes violentes pour cette région. Mais la tempête était prévue pour plus tard dans la soirée. Et quand on est parti, pas un nuage à l'horizon. Pas question de se laisser décourager par la pluie à venir, et cette accalmie trompeuse nous a attirés.
Une fois sur place, on installe un campement rudimentaire et on commence à faire la fête. Certains dansaient, d'autres discutaient, et tout le monde était bien alcoolisé. C'était pour ça qu'on était là et on y excellait, même un peu trop bien. Aucun de nous n'a remarqué l'orage qui approchait au loin. On a fait un dernier tour de shot et on s'est écroulé de fatigue sans même capter un avertissement. Comme je l'ai dit, le camping qu'on faisait était vraiment basique. Juste un petit feu, les sacs de couchage, peut-être quelques chaises, une enceinte portable, mais aucun abri. Pas d'arbres, pas de bâches, pas de tentes, rien pour se protéger. C'était du camping sauvage, le seul endroit où l'on pouvait s'amuser loin de tout. Au milieu de la nuit, la pluie torrentielle nous a réveillés, s'infiltrant dans nos sacs de couchage. La panique nous a saisis, et puis la foudre et le tonnerre nous ont tous mis dans tous nos états. C'est terrifiant d'être piégé dans une tempête extrême et inattendue sans refuge, sans aucun endroit où se cacher. Cela m'a rappelé l'idée de se noyer, d'être totalement hors de contrôle, essoufflé et désespéré d'échapper à la situation. Les grottes se trouvaient en hauteur, surplombant une grande fourche de la rivière Hawkesbury. On avait une vague idée de leur emplacement, mais la tempête nous avait complètement désorientés. Chaque éclair illuminait la crête et nous faisait changer de direction. À l'éclair suivant, on réalisait qu'on avait pris le mauvais chemin. C'était comme un jeu dangereux de chats et de souris, mais ce jeu semblait mortel. On y est quand même parvenu, malgré la boue sous nos pieds, qui arrachait nos chaussures et chaussettes, et les rochers glissants qui nous faisaient tomber. Mais on n'a rien lâché. En grimpant la colline, on est enfin arrivé à l'entrée de la grotte et on s'y est entassé, essayant de reprendre notre souffle. À chaque éclair ou coup de tonnerre, on tressaillait, trempé et frigorifié. Finalement, on s'est mis à rire plus fort que jamais. Tout cela était terrifiant il y a quelques secondes, mais là, ça n'avait plus d'importance. On était encore bien alcoolisés. L'un de nous a décidé de creuser un foyer pour un feu. On avait quelques briquets et des brindilles traînées sur le sol de la grotte. Chacun notre tour, on grattait la terre craquelée avec des pierres et des bouts de doigts, faisant attention à ne pas les plier contre les rochers. On avait à peine creusé 5 centimètres quand on a découvert quelque chose de plus que des os. Des restes humains, assez frais pour reconnaître des morceaux de chair, de peau et même des cheveux. Là, on était vraiment coincés. On ne pouvait pas quitter la grotte à cause de la violence de la tempête dehors, mais on était piégé avec un cadavre dans une tombe peu profonde. Certains d'entre nous se sont effondrés et ont commencé à pleurer, muets devant cette scène. Quelqu'un avait-il vraiment laissé un corps ici? Y avait-il un prédateur caché au fond de la grotte, dormant après son dernier repas? On s'est regroupés, essayant de rester silencieux, mais la situation se détériorait rapidement. Tout ce qu'on voulait, c'était que l'aube se lève pour qu'on puisse évaluer ce qui se passait et élaborer un plan. On s'est assis à l'entrée de la grotte, essayant de rester le plus loin possible du cadavre qui partageait notre refuge. La tempête s'est calmée bien avant l'arrivée du jour. Dès que ça s'est éclairci, on a filé en courant à toute vitesse, dépassant notre campement sans un regard en arrière et fonçant vers notre quartier. Le trajet nous a pris une bonne heure, trébuchant, nous écorchant les tibias et nous coupant les pieds. On a tout raconté à nos parents qui ont appelé la police. Ils ont mené une enquête le lendemain matin et ont découvert que ces restes appartenaient à un site funéraire aborigène, apparemment toujours en usage par certains villages éloignés. On ne réalisait pas combien on s'était éloigné de la ville. On n'y est jamais retourné, surtout après avoir passé cette nuit avec les morts. Je me trouvais quelque part au milieu des montagnes blanches en été, lorsque je suis tombé sur une scène digne d'un film d'horreur. J'étais seul, à environ 13 km de la zone de loisirs la plus proche. J'aime randonner hors des sentiers pour découvrir de petits étangs et autres coins cachés. Ce jour-là, j'ai découvert un campement où quelque chose de très grave s'était produit. Une personne, visiblement non expérimentée en randonnée ou en camping, s'était retrouvée dans une situation très compliquée. Il devait être environ 7 heures du matin quand je suis tombé sur le campement. L'endroit était absolument dévasté, comme si une tornade avait frappé, emporté tout sur son passage et tout redéposé en vrac. Il y avait des déchets partout,
des vêtements réduits en lambeaux, et la tente déchiquetée en fines bandes de polyester. Une odeur de mort et de décomposition humaine planait sur toute la zone. La première chose qui m'a frappé fut le silence étrange qui régnait, jusqu'à ce que je remarque une silhouette humaine, recroquevillée sous un arbre près de la tente, couverte de sang et gémissant doucement. La personne était couverte de blessures ouvertes de gravité variable. Je pouvais voir de la chair à vif dans certaines des coupures les plus profondes. Les plaies n'étaient pas purulentes, mais elles ne saignaient plus non plus abondamment, ce qui montrait que les événements s'étaient reproduits depuis un certain temps. La personne s'était souillée elle-même, ce qui expliquait l'odeur pestilentielle de l'endroit. Elle gisait là depuis longtemps. J'ai posé mon sac, sorti mon kit de premier secours et je me suis approché. L'individu avait l'air d'avoir perdu un combat de couteau avec un homme à 4 bras. De profondes entailles allaient de l'épaule à la hanche, des marques de perforation couvraient son dos, et ses mains et avant-bras étaient pleins de ce qui semblait être des coupures de défense. Je l'ai soigné du mieux que j'ai pu, lui ai donné de l'eau, consulté ma carte, puis je me suis dirigé vers la route la plus proche. C'était bien avant l'époque où les téléphones portables étaient répandus et ils fonctionnaient à peine dans ces montagnes. Heureusement, il y avait une route relativement proche, à environ 3 km de là, mais marcher à travers les buissons n'est jamais rapide. Je me suis dépêché tout en essayant de comprendre ce qui avait pu se passer. Était-il seul? Avait-il eu une altercation avec quelqu'un qui aurait mal tourné? Était-ce un inconnu qui l'avait attaqué? Je n'arrivais pas à trouver de réponse. Une fois sur la route, je ne savais pas dans quelle direction aller, alors j'ai commencé à marcher vers le nord en espérant croiser quelqu'un. Heureusement, j'ai réussi à faire signe à 2 gars qui passaient en jeep. Je leur ai expliqué ce que j'avais découvert, et à mesure que je parlais, leur visage pâlissait de plus en plus. Ils ont accepté de m'aider et sont partis chercher de l'aide. Ils m'ont dit qu'ils trouveraient les autorités et qu'ils nous rejoindraient à cet endroit exact, car c'était le moyen le plus rapide pour revenir ensemble au campement. Toute l'opération de secours a ressemblé à une course de relais, chaque personne connaissant la position de la suivante, mais personne ne connaissant tout le trajet. Les gars en jeep savaient comment rejoindre la ville et reviendraient ensuite me retrouver pour que je les guide vers l'endroit ensanglanté. La seule chose que je pouvais faire était d'attendre les secours. Ils ont mis environ 1 heure pour revenir en montée, et je les ai alors conduits jusqu'à l'individu toujours inconscient. Je n'étais même pas sûr qu'il survivrait jusqu'à l'arrivée des secours, et le voir là, inerte depuis 1 heure, n'était pas très encourageant. Il était manifestement proche de la mort. Même si nous arrivions à temps, une infection pourrait l'emporter à tout moment. Il a fallu 1 heure supplémentaire pour ramener les secouristes dans le canyon. J'ai aidé à le sortir sur une civière, et c'est là que j'ai réalisé à quel point ses blessures étaient bien plus graves que je ne l'avais imaginé. Chaque centimètre de son corps était broyé et lacéré dans tous les sens. De la graisse et du muscle pendaient de ses blessures, et sur la civière, il restait en demi-conscience, la douleur l'assaillant constamment. Nous avons hissé la civière sur la dernière crête puis l'avons chargée dans le véhicule de secours. Le shérif et les agents forestiers m'ont proposé de me ramener en ville, et j'ai accepté leur offre, retournant avec eux pour me nettoyer et reprendre mes esprits. Cette journée de randonnée s'était transformée en mission de vie ou de mort pour un inconnu. Après m'être lavé et remis en ordre à leur station, j'ai laissé mon numéro pour qu'ils puissent me contacter et me tenir informé de l'état de la personne que nous avions secourue. Un de mes amis est ensuite venu me chercher et m'a ramené jusqu'au départ du sentier où j'avais laissé mon camion. Je lui ai raconté tous les détails pendant le trajet, encore secoué. 3 jours plus tard, en rentrant chez moi après le travail, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. C'était le bureau du shérif. On m'a raconté que l'homme que j'avais trouvé avait décidé de faire du camping un jour, et on lui avait conseillé de suspendre sa nourriture à un arbre pour éloigner les ours. Il l'avait fait, mais malheureusement, presque directement au-dessus de sa tente, et pas assez en hauteur. La nuit précédant ma découverte, un ours avait pris la tente et son occupant pour un appui pour grimper à l'arbre afin d'atteindre la nourriture. L'homme s'était réveillé en sentant 4 pattes d'ours noir s'enfoncer dans son corps, l'écrasant en essayant d'atteindre son repas suspendu.
L'homme a survécu et a juré au personnel de l'hôpital qu'il allait s'installer en ville et ne remettrait plus jamais les pieds dans les bois. Quand j'étais enfant, ma famille partait camper avec des groupes d'amis. Plusieurs familles se réunissaient, planifiaient un week-end, et nous partions en caravane tous ensemble dans un endroit reculé. Grâce à cela, même les enfants dont les parents ne pouvaient pas venir avaient toujours des adultes pour s'occuper d'eux. C'était un peu comme un camp de vacances improvisé où nous étions toujours bien encadrés et profitions de moments inoubliables au cœur de la nature. Je me souviens particulièrement d'un Noël quand j'avais environ 5 ans. Nous étions en train de camper en pleine nature. J'avais déjà vécu plusieurs de ces excursions et j'étais enthousiaste pour toutes les festivités. À ce moment-là, je me considérais comme un véritable vétéran du plein air. Mon père me laissait allumer mon propre petit feu, faire cuire mes propres aliments et même choisir mon heure de coucher. Ces séjours de camping constituaient des souvenirs très spéciaux pour nous tous, des moments où nous grandissions à l'écart de l'agitation de la ville. Pour ceux qui ne le savent pas, le bush, l'arrière-pays, est un des environnements les plus rudes et isolés du monde, un territoire sans merci, éloigné de tout, avec des étendues arides et sauvages. L'eau y est rare, et presque tout y est dangereux, même les plantes et les animaux. Pourtant, cela ne nous inquiétait pas. Nos parents étaient toujours bien préparés pour le camping, même s'ils n'étaient pas des experts en survie. La plupart des séjours se déroulaient sans incident, avec rarement des blessures ou des mésaventures. Nous étions 9 enfants en tout dans notre campement. On ne nous permettait pas de nous éloigner trop loin dans le bush. Les parents nous donnaient chacun un talkie-walkie pour nous rappeler quand il était temps de rentrer au camp. Même si on ne s'éloignait jamais beaucoup, c'était sans doute ma partie préférée du séjour. Nous avions l'impression d'être une petite équipe en mission spéciale, une sorte d'escouade explorant des terres inconnues. Nous emportions quelques outils, des petites pelles, des boussoles, une bâche pour nous abriter. Dans nos têtes, nous n'étions plus dans le campement, mais dans un autre monde. Le plus âgé parmi nous avait peut-être 8 ans, mais cela ne faisait qu'attiser notre imagination. Nos parents ajoutaient à l'atmosphère en communiquant parfois avec nous par talkie-walkie, prétendant être notre base ou un hélicoptère de secours, en fonction des jeux que nous jouions. Je ne me rappelle plus du jeu auquel on jouait ce jour-là, mais on n'avait pas pris contact avec les adultes depuis un moment. Nous étions allés un peu plus loin que d'habitude, sentant la petite excitation d'être légèrement plus aventuriers, quand le talkie-walkie a commencé à grésiller. Nous nous sommes tous rassemblés autour en attendant le message. Lentement, une voix d'homme a commencé à parler à travers le haut-parleur, pleine de parasites. Il a dit qu'il était le Père Noël et qu'il essayait de nous trouver pour nous donner nos cadeaux. Nous lui avons demandé où il se trouvait et comment nous pourrions le rencontrer. Les yeux écarquillés, nous fixions le talkie-walkie avec un mélange de surprise et de fascination. Pour nos petites têtes, cela faisait totalement sens. Bien sûr que le Père Noël utilisait les ondes radio pour se déplacer partout dans le monde. Il avait besoin d'une connexion pour réaliser un tel voyage. « Je suis tout près de vous, je vous entends », disait-il. « Continuez juste un peu plus au nord, et vous me trouverez. » Nous avons regardé notre équipement. Malgré notre manque d'expérience, nous avions bien une boussole et savions où se trouvait le nord. Mais c'était la première fois que nous étions allés aussi loin. Alors, nous avons décidé de contacter les adultes d'abord. Sûrement qu'ils voudraient aussi rencontrer le Père Noël. En y repensant, je crois que nous savions tous d'une certaine manière que cela semblait trop beau pour être vrai, mais nous étions tout de même excités. Nous avons couru au campement en criant que nous venions de parler au Père Noël. Les parents ont ri, amusés, mais nous ne lâchions pas. Nous étions sûrs de ce que nous avions entendu. Finalement, certains parents nous ont calmés et ont commencé à nous interroger sérieusement. Qui avait contacté qui par radio? Qu'avait-il dit exactement? Lui avions-nous dit où nous étions, nos noms, notre adresse? Combien de temps avait-il parlé? Il nous posait toutes sortes de questions, et nous y répondions, agacés qu'il ne semble pas comprendre que le Père Noël nous attendait quelque part, juste derrière le bosquet. Finalement, ils nous ont expliqué ce qui se passait vraiment. Ce n'était pas le Père Noël. C'était quelqu'un d'autre, un inconnu étrange qui, selon eux,
devait être à 1 ou 2 kilomètres de là. Ils ont dû nous expliquer que l'homme au talkie-walkie n'était pas le Père Noël, tout en préservant un peu de l'illusion pour ne pas briser notre croyance. Les talkies-walkies nous ont été retirés et on nous a interdit de quitter le camp pour le reste du séjour. À l'époque, cela nous avait rendus tristes, mais en y repensant, je comprends maintenant le sérieux de la situation, ainsi que l'aspect inquiétant. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu les adultes en parler. Ils ne savaient pas vraiment quoi en penser. Peut-être était-ce juste un autre campeur qui s'amusait innocemment avec des enfants à travers la radio. Mais ils n'en étaient pas sûrs et ils ne pouvaient pas prendre le risque. Après ce séjour, nous avons changé de lieu de camping pour des raisons évidentes. Ce qui les avait vraiment perturbés, c'était que l'homme ne s'était adressé qu'à nous, les enfants. Nous étions tous censés être sur la même fréquence radio, donc la voix aurait dû être entendue aussi sur les talkies des adultes, mais ce ne fut pas le cas. D'une manière ou d'une autre, cet homme avait réussi à ne parler qu'à nous, nous invitant à venir découvrir pourquoi. J'ai passé des heures innombrables dans les bois profonds, et j'ai vu toutes sortes de choses bizarres, parfois un peu effrayantes, mais qui avaient toujours une explication assez logique. J'ai aussi entendu des récits encore plus étranges, que j'ai souvent pris pour des légendes racontées pour impressionner les autres. Je ne suis pas du genre à croire aux histoires fantaisistes. Cependant, il y a un moment en particulier, une poignée de secondes seulement, qui reste pour moi totalement inexplicable. Je fais souvent des randonnées sur de longues distances quand je peux, ce qui signifie parfois partir très tôt ou rester tard pour parcourir autant de kilomètres que possible. C'est une passion éprouvante que peu de gens comprennent, mais ceux qui partagent cet engagement en connaissent les récompenses, des panoramas rares, un air pur sans trace de pollution, des rivières où personne n'a souillé les eaux. C'est aussi une des meilleures activités physiques qu'on puisse faire et en prime, c'est thérapeutique. Mais parfois, marcher dans l'obscurité complète avec juste une faible lampe frontale est assez angoissant. J'aime avoir les mains libres, au cas où quelque chose surgirait de l'ombre pour me sauter dessus. Je ne crois pas au paranormal, mais les ours et les cougars, eux, sont des prédateurs bien réels dans les randonnées profondes, beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pense. Dans la nuit, chaque craquement ou bruissement dans les buissons peut sembler annonciateur de mort certaine. C'est la seule partie des randonnées qui me rend nerveux, mais cela fait partie du plaisir. J'ai grandi dans cette région, dans les bois. J'ai dormi sous les étoiles bien plus de fois que je ne saurais les compter. J'ai parcouru des milliers de kilomètres de sentiers, de berges, de lacs, de crêtes, de marécages et de ruisseaux. J'y ai aussi chassé du gibier. Je mentionne cela parce qu'il est important que vous compreniez que je connais bien cet environnement. Ces bois sont un peu comme ma maison, et j'en connais chaque recoin et chaque sentier. Mon expérience la plus effrayante a eu lieu aux environs de 4h30 du matin, un matin de fin de printemps dans les mêmes bois. La première lumière de l'aube ne serait visible dans les cimes des arbres que dans une trentaine de minutes, et il resterait bien 1 heure avant le lever du soleil. J'étais à environ 8 kilomètres de mon point de départ, avançant à un rythme léger pour ne pas m'épuiser trop tôt. Un frisson humide et presque brumeux enveloppait la forêt, une atmosphère typique des matins de printemps dans cette région. Je me trouvais dans une vallée encaissée entre 2 crêtes abruptes. Le sentier sur lequel je marchais était étroit, boueux, et bordé d'une épaisse végétation d'érables jeunes et de vieux chênes. Je me concentrais sur le faible halo de ma lampe frontale, avançant pas après pas, plongé dans mes pensées. Il n'y avait rien à voir dans l'obscurité, alors je gardais simplement le rythme pour ne pas me blesser. C'est là que j'ai entendu un craquement soudain, d'une violence inouïe. Je me suis figé sur place. C'était un son étrange à entendre à 8 kilomètres, au cœur de la nature, dans l'aube encore silencieuse. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, en tout cas pas avec cette intensité. Il est difficile de décrire exactement ce moment. À cette heure-là, dans ce genre de silence profond, je suis souvent la seule source de bruit. Aucun oiseau ne chantait encore, et les animaux nocturnes s'apprêtaient à se reposer, créant un moment de silence parfait où rien ne bouge. Les chasseurs savent bien que c'est le meilleur moment pour se positionner avant le lever du soleil. Immobile en plein milieu de mon pas,
j'ai ressenti une montée d'adrénaline immédiate. Ma première pensée fut que, si j'entendais ce bruit à nouveau, je ferais demi-tour sur le champ et rentrerais en vitesse. C'était la seule option logique. Ce son n'était pas un simple bruit de branches cassées, ni un arbre mort tombant. J'étais certain que c'était intentionnel. Entendre ce bruit une deuxième fois signifierait que j'étais indésirable dans ces bois, un peu comme lorsqu'un serpent secoue son grelot pour avertir. J'étais donc dans l'impossibilité de m'orienter différemment. J'avais une lampe frontale fixée sur ma tête, révélant ainsi ma position à quiconque ou à quoi que ce soit qui se trouvait là-bas. Autant que je pouvais le décrire, cela ressemblait à un bâton de bonne taille frappant violemment un arbre, un peu comme une batte de cricket frappant un poteau. Le son était un claquement sec, pas un bruit sourd, et je l'ai décrit comme explosif, parce qu'il était à la fois soudain et terriblement fort. J'avais l'impression que le bruit venait de quelques 50 mètres, directement devant moi. Tout en restant complètement figé, j'ai réalisé ce qui allait bientôt être la partie la plus stressante de cette situation. Je savais où allait le sentier, et dans environ 30 mètres, il ferait un virage à 180 degrés pour monter la crête et s'éloigner du ruisseau. Cela signifiait que dès que j'aurais le courage de me diriger vers ce bruit, j'allais devoir lui tourner le dos pour monter cette pente. Cette pensée me rendait extrêmement nerveux. Les minutes passaient et je ne bougeais pas, respirant doucement pour écouter. Le silence était total. Il me restait une vingtaine de minutes avant la première lumière. Je réglai alors ma lampe frontale à sa puissance maximale et me mis lentement en marche vers le virage. Dans les bois la nuit, chaque branche qui se trouve devant vous projette une ombre immense sur le sentier, ce qui me faisait hésiter à chaque pas, croyant à chaque fois qu'il y avait quelque chose de caché juste devant moi. Mon seul but était de tenir jusqu'au lever du soleil, où tout redeviendrait visible. Quand je suis arrivé au virage, j'ai accéléré, avançant aussi vite que possible en tentant de rester silencieux. Transporter une grande quantité d'équipements en randonnée sans faire de bruit est délicat, mais en étant habitué à ces situations, on peut y arriver. Puis, c'est là que j'ai senti une odeur. Je me suis arrêté net. Une puanteur indescriptible, comme une odeur de mort humide, me frappait. J'avais déjà travaillé dans des situations où des corps en décomposition avaient été retrouvés en tant que pompier, et cette odeur ressemblait à une décomposition vieille de plusieurs jours, mais avec quelque chose d'indéfinissable en plus. Étant si éloigné de la civilisation, les possibilités étaient très limitées. Il n'y avait pas de poubelle, ni de décharge. Ce n'était pas une zone de feu de camp. J'ai continué à avancer rapidement. Quand j'ai atteint le sommet de la crête, la première lumière du jour apparaissait, et je n'ai cessé de marcher jusqu'à ce que le soleil soit totalement levé et que les oiseaux se mettent à chanter. Dès que le jour s'est levé, je n'ai plus cherché à être silencieux. Quoi que ce soit qui se trouvait dans ces bois, il m'avait laissé tranquille. J'ai tout entendu et tout senti dans ces bois, et pourtant, je ne sais toujours pas ce que c'était. Des branches mortes qui tombent, et des troncs d'arbres brisés font beaucoup de bruit quand ils s'écrasent. Je le sais, mais cette fois-ci, c'était différent. J'ai poursuivi ma randonnée ce jour-là, et rien ne m'a forcé à faire demi-tour. Mais c'était un moment étrange dans un endroit étrange, et rien de similaire ne m'est jamais arrivé depuis. J'avais 23 ans quand c'est arrivé, et je travaillais à plein temps dans une pizzeria de ma ville. Je ne sais pas si des choses étranges s'étaient produites avant, mais d'après moi, tout a commencé et s'est terminé cette nuit-là. Mon meilleur ami Tim et moi travaillions ensemble sur les quarts de nuit dans cette pizzeria. C'était un tout petit restaurant avec seulement 3 ou 4 tables, car on se spécialisait surtout dans la livraison et les commandes à emporter. Tim et moi avions trouvé ce travail pendant nos études, et nous n'avions jamais vraiment quitté ce boulot. Notre ville était très tranquille et rurale, donc le travail n'était pas très difficile. Les journées n'étaient jamais trop chargées. C'était toujours un flux constant de commandes. Ce soir-là, il y avait une petite tempête à l'extérieur, ce qui ralentissait les affaires. Il y avait quelques commandes par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, nous n'avions pas grand-chose à faire. Vers 22 heures, Tim a proposé que nous commencions à nettoyer et que nous pointions peut-être un peu plus tôt que prévu.
J'étais d'accord. J'ai attrapé des chiffons pour nettoyer les tables, puis le téléphone a sonné à la réception. J'ai décroché après quelques sonneries. « Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» Silence. J'ai attendu 5 secondes supplémentaires avant de raccrocher. « Juste un canular », me suis-je dit. Je suis retourné nettoyer les tables, mais en levant les yeux vers la fenêtre, j'ai vu une lueur. Une voiture était garée un peu plus loin. Je ne pouvais pas bien la voir à cause de la pluie. Mais il y avait une lumière allumée à l'intérieur, probablement un téléphone ou quelque chose du genre. La pizzeria se trouvait sur un terrain isolé, et il n'y avait pas d'autres voitures aux alentours. C'est pourquoi j'ai remarqué celle-ci. Un instant plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Tim était plus près cette fois, donc il a répondu. J'ai pu entendre une voix étouffée à travers le combiné, et après une courte conversation, Tim a raccroché. En même temps, la lumière dans la voiture s'est éteinte et elle est partie. Je l'ai raconté à Tim en disant que c'était un peu bizarre, mais il a haussé les épaules et m'a dit que c'était juste un vieux monsieur qui commandait une pizza pour la livraison. Je me suis tourné vers le stationnement désormais vide. Il n'y avait pas vraiment de logique à commander une pizza pour la livraison en étant garé juste devant la pizzeria, mais je me suis dit que Tim avait sans doute raison et que ce n'était rien d'important. Il a commencé à préparer la pizza pendant que je continuais à nettoyer. 10 minutes plus tard, Tim l'a mise dans une boîte et me l'a donnée pour que je la livre. Je me suis précipité sous la pluie jusqu'à ma voiture, puis j'ai entré l'adresse sur mon téléphone. À 11 minutes de route, ce n'était pas trop loin. J'ai démarré et pris la route. Les rues étaient désertes, personne dehors. Google Maps m'a dirigé vers un quartier rempli de grandes maisons, puis m'a fait tourner dans une longue allée qui menait à un cul-de-sac avec 3 autres allées, chacune menant à une maison différente. J'ai pris celle indiquée par Maps et je me suis garé devant la maison. C'était une de ces grandes maisons coûteuses, mais elle semblait ancienne, pas très moderne. Je me suis garé, ai vérifié l'adresse sur la boîte aux lettres, puis je suis sorti avec la pizza et j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée. Livraison de pizza. J'ai pris un pas de recul et observé la maison. Toutes les lumières étaient éteintes. J'ai appelé Tim et lui ai demandé de contacter la personne qui avait commandé. Mon téléphone a vibré un moment plus tard, et Tim m'a dit que son appel allait directement sur la messagerie vocale. J'ai secoué la tête, frustré, puis j'ai couru sous la pluie jusqu'à ma voiture, et je suis monté. J'ai posé la pizza sur le siège passager et commencé à reculer. Ce n'était pas inhabituel de recevoir des fausses commandes ou des livraisons annulées, mais ça m'agaçait toujours. En revenant à la pizzeria, Tim était en train de nettoyer et m'a dit qu'il n'y avait plus de commandes, donc nous pouvions finir et partir. J'ai jeté la pizza à la poubelle et j'ai commencé à l'aider. Nous étions tous les deux à l'arrière, en train de nettoyer les fours et de ranger le comptoir, quand un bruit soudain a retenti à l'avant du bâtiment. Nous nous sommes regardés, puis nous avons couru vers l'avant. Au début, nous n'avons rien vu, mais Tim a ensuite repéré une petite fissure sur la porte. Je suis allé voir et j'ai ouvert la porte. Juste à l'extérieur, il y avait une grosse pierre, assez lourde pour avoir causé des dégâts. J'ai regardé autour de moi, mais le stationnement était complètement vide et personne n'était là. Nous étions tous les deux très confus et un peu effrayés. Nous avons discuté de l'idée d'appeler la police, mais ni l'un ni l'autre n'en avait vraiment envie. Pour mettre les choses en perspective, il ne restait que 10 minutes avant la fin de notre quart, et si nous appelions la police, nous serions encore là pour 1 heure de plus. La fissure sur la porte n'était pas très grande, pas trop visible, alors nous avons décidé d'attendre et d'en parler à notre gérant le lendemain. Nous avons rapidement terminé le nettoyage et sommes sortis par la porte de derrière, où nos voitures étaient garées. Sur le chemin du retour, je repensais à tout ce qui s'était passé et ça me mettait mal à l'aise. Une fois arrivé chez moi, je suis entré. Il se faisait tard, et je savais que je devais me coucher rapidement, mais je voulais d'abord prendre un encas. J'ai donc été dans la cuisine pour voir ce que j'avais. Mais avant même d'ouvrir le garde-manger, j'ai entendu une voiture passer dans les flaques d'eau sur la rue devant chez moi. Au bruit, je pouvais dire qu'elle se garait. Je suis allé à la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil dehors. Une voiture était garée juste devant mon allée. Il ne m'a fallu qu'1 seconde pour réaliser que c'était la même voiture que celle que j'avais vue devant la pizzeria. Une sensation glacée m'a traversé, et je suis resté à la fenêtre pour voir ce qu'il faisait. La voiture était toujours allumée,
mais je ne pouvais pas voir à travers les vitres. Après une minute sans aucun mouvement, j'ai sorti mon téléphone et appelé Tim pour lui dire que je pensais qu'un des clients m'avait suivi jusqu'à chez moi et était garé devant. « Tu es sérieux ? Tu devrais appeler la police tout de suite, quelque chose ne va pas, » m'a-t-il dit, me pressant de raccrocher et d'appeler les autorités. Je ne sais pas pourquoi j'étais si nerveux à l'idée d'appeler la police, mais entendre Tim le dire m'a rassuré. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai composé le 911. La dame au téléphone m'a dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un et que je devais rester caché et attendre. J'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir et se fermer, alors j'ai rapidement dit « OK » et raccroché. En regardant par la fenêtre, j'ai vu un homme marcher dans mon allée. Il portait des vêtements sombres, une capuche couvrant son visage. Il s'approchait de la maison. J'ai fermé les rideaux et j'ai attendu. J'ai entendu des pas se diriger vers la porte d'entrée, puis ils ont continué le long de la maison jusqu'à s'arrêter juste devant la fenêtre. Le silence soudain rendait le bruit de la pluie de plus en plus fort. J'ai eu l'impression d'attendre là pendant des minutes entières avant de faire un pas en avant et d'écarter légèrement le rideau, juste assez pour jeter un coup d'œil. Les yeux glacés de l'homme me fixaient. J'ai lâché le rideau et l'homme a frappé à la fenêtre. Je me suis éloigné terrifié. Et aussi vite que ça avait commencé, tout s'est arrêté. Plus de coups, plus de pas, rien. Il ne restait que le bruit des gouttes de pluie contre la vitre. Bien que je n'ai jamais entendu l'homme partir, il n'était plus là lorsque la police est arrivée. Aucune trace de la voiture ou de l'homme. J'ai raconté tout ce qui s'était passé, depuis le début de mon quart jusqu'à la fin de la nuit. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou, et une partie de moi se sentait folle aussi. Rien de tout ça n'avait de sens, et il ne semblait y avoir aucun motif pour ce que l'homme avait fait. Honnêtement, c'est ça qui m'a le plus perturbé. Le fait de traverser quelque chose d'aussi insensé m'a vraiment secoué pendant un moment. En partageant cela, j'espère que quelqu'un pourra m'aider à comprendre ce qui s'est passé, ou pourquoi cet homme a agi ainsi. Cela peut paraître étrange, mais même maintenant quand il pleut fort et que tout devient silencieux, cette sensation étrange revient, me ramenant à cette nuit-là. Je ne savais pas où publier cela, mais je suppose que cet endroit est aussi bon qu'un autre. Cela fait longtemps que je suis la communauté de récits d'horreur, et j'ai enfin décidé de partager une de mes histoires, que j'ai souvent essayé de refouler. J'avais pris des photos ce jour-là, mais avant que vous ne demandiez, non, je n'ai plus l'appareil photo ni le disque où étaient stockées les images. J'ai essayé de consulter les métadonnées des photos et vidéos, mais l'heure de notre randonnée ne correspond pas avec les heures des images. Cela dit, je suis presque certain qu'une photo a été prise au moment exact de l'incident, mais je ne sais plus laquelle. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée le 19 juillet 2011. Je vous donne un peu de contexte. Chaque été depuis mes 7 ans, je partais en Californie pour rendre visite à mon père. Il m'emmenait partout dans l'État, visitant tous les endroits que les enfants rêvent de découvrir. En vieillissant, il m'a fait découvrir les parcs nationaux, comme Yellowstone, les forêts de Sequoia et le parc de Yosemite. Cette année-là, il voulait retourner à Yosemite et louer l'une de ces tentes que l'on voit dans le camping de village. J'étais vraiment enthousiaste, car la dernière fois, nous avions dû séjourner dans un hôtel à presque 2 heures du parc. Il avait aussi mentionné que nous pourrions essayer de nouveau le célèbre sentier des cascades, le Mist Trail, qui grimpe jusqu'aux chutes vernales. La dernière fois, j'avais eu du mal à cause de mes pieds qui me faisaient souffrir. Il a aussi évoqué l'idée de descendre le sentier John Muir, au sommet des chutes. Pour ceux qui ne le savent pas, John Muir est une figure emblématique en Californie. Il a œuvré pour la préservation des espaces naturels aux États-Unis et on lui doit en partie la création du parc de Yosemite en 1890. Après sa mort, on a même nommé un hôpital et un collège en son honneur. Un autre point à noter, cette année-là, Yosemite a établi un record de puissance de ses chutes d'eau, 3 fois plus élevé que d'habitude, grâce aux fortes chutes de neige et de pluie de l'hiver et du printemps. C'était même passé aux informations du soir avec Brian Williams. Le matin de la randonnée, mon père et moi nous sommes réveillés avec excitation. Nous nous étions préparés pour ce jour-là.
J'étais dans l'équipe de cross-country de mon école, et mon père allait régulièrement à la salle de sport. Nous étions plus que prêts pour affronter ce sentier incroyable. Nous avons rempli nos sacs, enfilé nos bottes et pris son SUV jusqu'au parking du début du sentier. Il devait être autour de 8h30, et le parking était déjà plein de gens impatients de vivre ce moment unique. Nous avons dû nous garer tout près du Curry Village, ce qui sera important plus tard. Après environ 2 kilomètres, nous avons atteint le début du sentier. La première partie du Mist Trail est pavée, avec des pentes assez raides, mais rien de trop difficile. Après le pavé, le sentier traverse une passerelle au-dessus du ruisseau au pied des chutes. Mais ce ruisseau, en ce moment-là, était devenu une véritable rivière en furie. Le parc avait peu de panneaux et de garde-corps autour de l'eau. Donc ce n'était pas rare de voir des gens s'écarter du sentier pour aller au bord du ruisseau, prendre le soleil ou y tremper les pieds. Mon père et moi aussi quittions parfois le sentier pour prendre des photos. Les rangers du parc ne semblaient pas trop y prêter attention non plus, du moment que chacun restait prudent. Depuis cette expérience, je n'ai pas remis les pieds à Yosemite, donc je ne sais pas si les règles sont devenues plus strictes pour ce sentier. Je précise aussi que ce sentier n'est pas pour tout le monde. Après la passerelle, c'est une montée constante avec des marches en pierre, dont certaines sont usées ou emportées par les ans, rendant l'ascension particulièrement difficile par endroits. De plus, il faut affronter les projections d'eau des chutes sans perdre son équilibre, au risque de tomber dans l'eau. Après une courte pause, mon père et moi avons repris l'ascension des chutes vernales. Comme je l'ai mentionné, la brume des chutes était intense, mais c'était une expérience gratifiante. Quand nous sommes arrivés au sommet, il devait être près de midi. Nous étions prêts à déballer nos déjeuners, mais avant cela, nous avons décidé d'explorer le début du sentier John Muir en prenant quelques photos en chemin. Le sentier n'était pas très long, mais si nous voulions retourner au parking, il fallait prendre un autre chemin, bien plus long que le Mist Trail. Finalement, nous avons décidé d'y réfléchir pendant le déjeuner. C'est alors que mon père m'a demandé si nous devrions manger près des chutes ou chercher un endroit plus tranquille. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai répondu que nous devrions trouver un coin plus calme, loin des chutes et des autres touristes bruyants. Mon père a accepté, et nous avons remonté le cours de la rivière jusqu'à un endroit où elle devenait un simple ruisseau. Puis nous nous sommes assis dans une petite aire de pique-nique où il n'y avait personne. En finissant notre repas, nous avons vu un groupe de personnes surgir de toutes les directions. Ils ne marchaient, ni ne couraient, mais semblaient se précipiter quelque part sans savoir vraiment où aller. Nous n'y avons pas prêté attention et avons décidé de retourner vers le ruisseau avant de redescendre aux chutes. Pour atteindre le ruisseau, il fallait sauter de rocher en rocher. Mon père a franchi un espace d'un bond, tandis que moi, j'ai dû prendre un peu d'élan. En atterrissant, j'ai entendu un sifflement et senti quelque chose bouger contre ma jambe. Je me suis retourné pour voir un serpent à sonnette enroulé, prêt à attaquer. Heureusement, il ne m'a pas mordu. J'ai appelé mon père, qui a une peur panique des serpents. Son visage a blanchi en voyant le serpent, et un autre randonneur s'approchait du même rocher. Je lui ai dit d'éviter le passage, et il a finalement vu le serpent. Mon père en avait assez de cet endroit et s'est dirigé vers le ruisseau, où je l'ai suivi, espérant que personne ne se ferait mordre. Le ruisseau était peu profond, ce qui rendait difficile d'imaginer qu'il se transformait en une immense cascade. Je suis resté au bord du ruisseau pour tremper mon foulard dans l'eau froide, tandis que mon père s'avançait un peu plus. Soudain, un homme est apparu de nulle part et a parlé à mon père d'une voix paniquée. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas rester là car c'était très dangereux. Mon père, surpris, lui a expliqué calmement que tout allait bien, que nous ne faisions que nous rafraîchir avant de redescendre. Mais l'homme a insisté, disant qu'il venait de voir 3 personnes mourir à cet endroit même. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit « Si tu tiens à la vie de ton père, fais-le sortir de là. » J'étais pétrifié. Avant que mon père ou moi ne puissions répondre, l'homme est parti en courant pour avertir d'autres touristes. Mon père a finalement accepté de sortir de l'eau et nous avons pris nos sacs pour redescendre vers les chutes. En marchant, je lui ai demandé ce que cet homme voulait dire en parlant des 3 personnes qui seraient mortes là. Mon père semblait tout aussi perplexe, mais m'a rassuré en disant que ces personnes avaient peut-être trébuché et s'étaient blessées. En approchant des chutes, nous avons vu une foule de gens réunis là où j'avais aperçu le serpent. En cherchant un ranger pour assurer la sécurité,
nous avons réalisé qu'il n'y en avait pas un seul. Finalement, nous sommes arrivés au sentier, où une grande foule bloquait le passage. Des rangers barraient le chemin avec des rubans de sécurité, et l'un d'eux a annoncé de manière calme que le sentier était fermé temporairement, invoquant la découverte d'un animal mort qui rendait l'air irrespirable. Mais je savais que quelque chose clochait. Plus tard, au point de retour, un ranger a finalement confié à mon père la vérité. 3 randonneurs, membres d'un groupe d'église, avaient passé les barrières pour prendre des photos près des chutes, mais l'un avait glissé dans l'eau, et les 2 autres, en tentant de le sauver, avaient perdu pied à leur tour. Cette histoire m'a hanté depuis. Nous aurions pu être parmi ceux qui ont assisté, impuissants, à cet événement tragique. Que les âmes des victimes reposent en paix. Merci d'avoir lu mon récit.